paraissait sur le tapis vert. Nous sommes tous convaincus au club des supporters. Et si certains vous trouvent un peu jojo, oui, le numéro 1, ce sera Sochaux. Allez, Sochaux. Allez, 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 Sochaux. Allez, Sochaux. Allez, 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 Sochaux. De l'animal royal, vous avez le sang bleu. Et les rois du football, c'est vous, c'est merveilleux. On vous a fait confiance, vous nous le rendez bien. Alors ce soir, on tape dans nos mains. Vous remercier et vous encourager. Tous ensemble, décidons de chanter. Allez, Sochaux. Allez, 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 Sochaux. Allez, Sochaux. Allez, 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 Sochaux. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Soyons Sport. C'est la dernière ce soir de la saison. Après on va prendre quelques petites vacances qui vont nous faire beaucoup de bien. La saison a été très longue à tous les points de vue. Ce soir on va parler un petit coup de la finale de la Ligue des Champions qui aura lieu ce samedi entre Liverpool et Tottenham. On reviendra bien évidemment sur la dernière journée en Ligue 1 qui a vu forcément des clubs relégués et puis des clubs qui vont faire l'Europe également. Chacun ses chagrins, chacun ses misères, on va dire. Ensuite, on va revenir bien évidemment, on va faire un petit tour sur l'actualité Ligue 2. On parlera un petit coup du FC Sochaux-Montbéliard justement avec Romain Molina qui justement relatait dans sa dernière vidéo peut-être des matchs arrangés. Donc il y avait celui de Sochaux-Grenoble, il y avait aussi Lyon-Duchère. On en parlera avec lui, il sera avec nous un petit peu plus tard dans cette émission. Avec Mr Frédéric Fitch, on parlera des résultats en National 2, National 3. C'était les dernières journées également avec le maintien du Racing Besançon. C'était ce samedi soir du côté du stade Léo-Lagrange. On reviendra aussi avec du handball car il y avait aussi un gros match du côté du Palais des Sports entre le Grand Besançon de handball qui recevait justement Billière qui était le leader, et vous verrez que ça s'est bien passé pour les hommes de Dragan Zovko et ils s'offrent surtout une finale samedi prochain. Donc ça va être un Palais des Sports chaud au bouillant. On est avec Arthur ce soir. Fred n'est pas encore là, il va arriver dans quelques minutes. Bonsoir Arthur, comment ça va ? Salut Fred, ça va bien et toi ? Bah écoute, ça va parfaitement bien. On va couper un petit peu l'hymne de Sochaux, même s'il est magnifique, merveilleux. On ne s'entend plus après. Passez un beau week-end ? Bah écoute, parfait toi. Bah parfaitement bien, oui, tout s'est bien placé pour les différents clubs qu'on est allé voir, donc forcément, on est heureux ce soir. Bon, si on parlait un petit peu de cette Ligue des Champions, car la finale, ce sera ce samedi, entre Liverpool et Tottenham. D'ailleurs, ton pronostic déjà, qu'est-ce que tu vois dans cette finale ? Alors je vais essayer d'être objectif étant fan de Liverpool. Non, je pense que ça va être une rencontre très serrée, sachant qu'en général les finales ne voient très peu de buts à l'exception de l'année dernière avec le match Liverpool-Real Madrid. Mais je pense qu'il y aura au moins, je dirais, 3 buts dans la rencontre. Je ne saurais pas pour qui, mais je dirais qu'il y aura 3 buts. J'espère une victoire de Liverpool parce que ce serait vraiment cruel pour eux de faire une saison blanche avec un final de Première Ligue raté, puis une finale de Ligue des Champions, une deuxième ratée. Faudrait leur donner le Poulidor d'or. Le Poulidor, oui, Raymond Poulidor, qui a l'éternel second du Tour de France. Bon, ça serait dommage quand même pour cette équipe de Liverpool. Bon, moi aussi j'aime bien Liverpool, mais attention à cette équipe de Tottenham. On est toujours surpris par les équipes soi-disant un petit peu plus faibles. Oui. C'est vraiment soi-disant. Bah, c'est pas soi-disant, parce que Tottenham, ils ont montré que cette année, en faisant aucun recrutement sur la saison, qu'ils pouvaient avoir encore un niveau excellent avec cette surprise au match retour contre l'Ajax. Et ils ont encore réalisé une bonne saison en Première Ligue cette année. On va les revoir l'année prochaine en Europe. Et on espère de tout cœur que ce sera un match, un beau spectacle samedi
en finale. Parce que j'espère que ce ne sera pas comme l'année dernière où il y a eu quelques petits problèmes pour les deux équipes, que ce soit Madrid ou Liverpool, sachant qu'il y a eu la commotion cérébrale de Loris Karius ou l'assassinat de Sergio Ramos sur Mohamed Salah. L'attentat, on va dire. Ouais. C'est un peu l'attentat, bien sûr, entre guillemets, mais c'est vrai que c'est surtout deux styles qui se rapprochent un petit peu avec des joueurs qui ne sont pas forcément des stars, et c'est peut-être ça aussi la différence qu'on peut voir avec la finale de la saison dernière, qu'il n'y a pas forcément besoin de stars dans une équipe pour faire une équipe. C'est un peu ce que montre Liverpool et puis Tottenham, est-ce que tu es de mon avis? Oui, surtout ce qu'on a vu l'année dernière, c'est qu'il y avait des tactiques qui étaient présentes. Après, je pense qu'il y avait surtout un manque d'expérience des finales et des grands moments pour Liverpool, parce quand on voit des joueurs comme Sadio Mané, Mohamed Salah, qui n'avaient jamais connu de grosses échéances européennes auparavant, enfin pas fait de demi-finale, finale, des choses comme ça. C'est vrai que c'était une équipe qui était un petit peu débutant dans les moments les plus importants, mais qui sont pas mal débrouillés. Puis normalement, je pense que ce serait peut-être l'année du sacre pour cette équipe qui, depuis au moins 2 ans, tend à vouloir la gagner et est toujours proche du but. Avec Hugo Lloris qui sera forcément dans les cages de Tottenham et qui pourrait peut-être arriver du côté du PSG. On en parle de plus en plus et lui apparemment a envie de revenir en France. Oh, tu sais, avec le nombre de rumeurs qu'il y a tous les jours sur le PSG, encore aujourd'hui il y a eu des rumeurs sur Leonardo qui pourrait revenir. Hier ça parlait d'Antero Henrique qui pouvait partir, et avant-hier ça parlait de la réserve du PSG qui avait été supprimée par ordre du directeur sportif. Mais lui a quand même émis le souhait de revenir en France, hein. Oui. Donc ça c'est... À voir où ce sera, c'est ça. On espère qu'il reviendra, mais pour le moment il a une finale de Ligue des Champions à jouer et il a encore de très belles années devant lui. Bien évidemment, bien évidemment. On part cette fois-ci, on va s'intéresser aux deux derniers championnats étrangers où il restait encore quelques matchs. Juste pour direction l'Italie, direction le Calcio avec la dernière journée. Ce qui avait lieu ce dimanche 26 mai, c'était la 38e, et ce samedi 25 mai, avec Frosinone et le Chievo Vérone qui font match nul 0 partout. Bologne a battu Naples 3-2. Ce dimanche, le Torino a battu la Lazio de Rome 3-1. La Sampdoria de Gênes a battu la Juventus de Turin 2-0. L'AS Rome a battu Parme 2-1. Fiorentina et la Genoa 0 partout. Spal Ferrara s'est incliné chez lui face au Milan AC 3-2. L'Atalanta Bergame a battu Sassuolo 3-1. L'Udinese est allé battre Cagliari 2-1. L'Inter de Milan a battu Empoli 2-1. Au classement, bien évidemment, la Juve est championne avec 90 points, on l'avait déjà dit ici. Deuxième, Naples, 79 points. Troisième, l'Atalanta Bergame, 69 points. C'est quand même une surprise, hein, car on a souvent, en Italie, on voit souvent les mêmes, mais l'Atalanta Bergame arrive dans ce trio de tête, suivi de l'Inter de Milan, 69 points. Le 5e, le Milan AC 68, et 6e, l'AS Rome 66. Du côté de la fin de ce classement, 18e, Empoli, Frosinone et le Chievo Vérone verront en tout cas la deuxième division italienne. Un petit mot du côté de chez nos amis suisses, car il y avait 2 journées dans la semaine, la 35e et la 36e journée. Les résultats pour la 35e journée, Saint-Gall a battu les Young Boys de Berne assez largement 4-1, les hommes de Peter Zedler. Grasshopper Zurich s'est incliné chez lui face au FC Sion 3-0. Neuchâtel Xamax et Lugano 1 partout. Le FC Thun s'est incliné chez lui face au FC Bâle 2-1. Lucerne a battu le FC Zurich 3-0. Et la 36e journée, c'est ce samedi 25 mai, avec le FC Zurich et Saint-Gall 1 but partout. Les Young Boys de Berne ont battu Lucerne 4-0. Le FC Thun est allé battre le FC Sion 1-0. Le FC Bâle a battu Neuchâtel Xamax 4-1. Et Lugano et Grasshopper Zurich ont fait match nul, 3 buts partout. Classement, Berne est en tête, 91 points, c'est terminé, hein, bien évidemment. Deuxième, le FC Bâle, 71 points. Troisième, Lugano avec 46 points. Et quatrième, le FC Thun, 46. Les hommes de Peter Zedler Saint-Gall sont 6e avec 46 points. Et 10e, relégué, les Grasshoppers de Zurich. C'est un peu une surprise du côté de la Suisse avec 25 points au classement des buteurs. Guillaume Moirot termine meilleur buteur du championnat suisse avec 24 buts. On va maintenant s'intéresser à ce qui s'est passé en Ligue 1 ce week-end. C'était bien évidemment la dernière journée. On vous met le petit jingle.
va maintenant parler de cette 38e et dernière journée en Ligue 1. On commence par Nîmes qui recevait au Stade des Costières l'Olympique lyonnais. C'est une rencontre, il y a eu pas mal de buts et ça part déjà fort avec Maxwell Cornet dès la 6e minute de jeu. Ensuite, c'est Ripard qui va égaliser à la 11e minute de jeu avant que Bobichon ne prenne l'avantage, 45e minute de jeu. Et tout va se jouer en fin de cette rencontre où les Lyonnais marquent 2 fois par Maxwell Cornet qui réalise un doublé, 89e minute de jeu. Et également Ndombele, 90e, qui inscrit le but victorieux. Et c'est Lyon qui s'impose 3-2. La réaction de Bernard Blacard, l'entraîneur de Nîmes, il dit simplement il n'a manqué que le succès. On a eu les occasions pour se mettre à l'abri, mais on n'a pas su mettre notre 3e but. Après, sur la fin, il y a de la fatigue. On perd, mais cela a été une saison inattendue et magnifique. Au regard de nos petits moyens, on a découvert la Ligue 1, on a progressé, on a appris, croqué tout cela à pleines dents toute la saison. Chapeau. On aimerait voir grandir le club encore plus vite. Ce soir, il y avait encore un match à jouer. On n'était pas encore en congé, malheureusement. La fête est un peu ternie par ce revers en fin de match. Et on va écouter maintenant l'entraîneur lyonnais pour son dernier match en Ligue 1. Il dit simplement « Je voulais que tout le monde prenne du plaisir et peut-être qu'on le retrouvera en Première Ligue la saison prochaine. » Je voulais qu'on profite, qu'on prenne du plaisir pour cette dernière, pour le dernier match de la saison, pour ma dernière, pour la dernière de certains joueurs aussi. Et je crois que c'est ce qui s'est passé ce soir, donc bravo. Oui, j'ai envie de continuer à entraîner, pas à n'importe quelle condition, pas dans n'importe quel projet. Donc je vais prendre mon temps d'étudier les propositions qui... Il y a un projet chaud, Bruno, c'est le Maroc, qui vous propose une fonction d'importance, DTN, voire sélectionneur national. Oui, on en saura plus dans la semaine, mais j'ai envie aussi de prendre mon temps, de bien étudier les différentes possibilités qui me seront amenées. Et puis vous n'avez pas n'importe quel agent, Pina Zahavi, celui qui a amené Neymar au Paris Saint-Germain, est-ce qu'il peut amener Bruno Genesio en Première Ligue, par exemple, en Angleterre? Je sais pas, j'ai pas d'infos à vous donner, mais c'est aussi une possibilité. Ouais. Nous, on serait ravis en tous les cas sur Canal au mois d'août de vous retrouver en Première Ligue parce qu'elle revient sur Canal. Je sais. Vous mériteriez d'en être. On se verrait plus souvent. Eh bien, on verra où Bruno Genesio va continuer d'entraîner parce qu'il a émis le souhait de continuer. Il a envie d'entraîner, Bruno Genesio. Maintenant, place aux propositions, peut-être le Maroc, peut-être la Première Ligue. Et c'est vrai qu'elle sera diffusée sur Canal+, chez nos confrères de Canal+, la saison prochaine. C'est à toi, Arthur, pour le prochain match. Donc nous allons aller en direction du stade Auguste Delaune pour parler de cette rencontre entre Reims et le Paris-SG. Donc nous avons eu une belle surprise sur le terrain parce que au final c'est des Rémois bien motivés à remporter ce match qui se sont imposés. Une ouverture du score de Raman Baba dès la 36e minute pour permettre aux Rémois de prendre l'avantage. Doublé directement en seconde période par Mathieu Cafaro à la 56e minute. Il faudra attendre 3 minutes plus tard pour voir Kylian Mbappé réduire l'avantage pour les Parisiens avant que Pablo Chavaria décide de ternir le bilan du PSG et enfoncer le clou à la 90e minute. Au niveau des réactions, nous avons laissé David Guillon parler d'une victoire logique et qui conclut une superbe saison pour les Rémois, je suis d'accord avec lui. Et ensuite, une interview de Thomas Tourelle qui parle en disant que dans le foot, tout va très vite, comme sa prolongation à 7,5 millions d'euros par an. C'est vrai qu'elle est, je ne sais pas si c'est la plus belle, mais elle est remplie d'émotions. Elle est remplie d'émotions parce que c'est la dernière de l'année, parce que c'est le champion en titre. Et puis j'ai trouvé que mes garçons, malgré quelques changements dans le 11 type, qui dénote vraiment un état d'esprit de tout le groupe, on était à la hauteur. Je trouvais que sur cette première mi-temps, on avait, même si au début on a commencé timidement en laissant le ballon aux Parisiens, puisque je m'y attendais, puisqu'il y avait eu quand même 3 changements dans la défense. Mais malgré tout, on est resté très bien organisé, très bien discipliné. Et puis je pense qu'ils n'ont pas d'occasion. Après, on est sorti et puis on a commencé à faire mal à cette équipe parisienne. Et je trouve que c'est tout à fait logique qu'on mène à la mi-temps. La deuxième mi-temps a été un peu plus pénible à partir du moment où on n'a pas su préserver trop longtemps notre avantage de 2 buts.
c'est le petit regret. On n'a pas réussi à le préserver trop longtemps. Les Parisiens sont revenus vite au score. Et puis après, c'est vrai qu'on a subi. On a subi énormément. Mes joueurs ont fini vraiment très, très fatigués. Mais voilà, on a eu les ressources. Et puis quel plus beau symbole que ce but de Pablo dans les arrêts de jeu qui conclut en apothéose une saison magnifique. Maintenant, je suis inquiet parce que tout le monde demande cette question et j'ai l'impression que tout le monde sait quelque chose que je ne sais non, pas. On ne sait pas, justement. On ne sait pas. Je dois être inquiet ou non? Non, je ne sais pas. Moi, je vous pose la question, mais on ne sait jamais. Vous disiez hier dans le football, tout va très vite. Ah oui, c'est vrai. Et je veux dire, on a demandé, oui, j'ai dit oui, mais oui. Mais... Ouais. C'est une fin de saison très agitée, évidemment il y a beaucoup de choses et hier vous avez surpris beaucoup de monde. Vous avez dit hier Kylian Mbappé et Neymar, je ne sais pas s'ils seront là l'année prochaine. Vous avez surpris beaucoup de supporters. C'est la même chose. Oui. Vous avez dit toutes les choses. Vous pourriez être certain qu'ils soient là. Vous pourriez être sûr qu'ils soient là. Je peux être sûr. Ouais, non, vous n'êtes pas sûr. Dans le foot et dans le mercato, je ne peux pas être naïf. Ouais. Je pense qu'il est là, mais... C'était Thomas Tourelle et on va écouter juste après la réaction de Marquinhos. On lui a posé la question suite aux déclarations de Kylian Mbappé. Vous savez que lors des trophées UNFP, Kylian Mbappé a un petit peu, on va pas dire désavoué son club, mais en tous les cas, il a mis un bon coup de pression aux dirigeants en mettant un petit peu de pommade sur Nasser El Khelaifi et ensuite en l'assassinant un petit peu, on va dire, bien évidemment, entre guillemets, à la fin de son interview, qu'il pouvait continuer au Paris Saint-Germain ou peut-être aller voir ailleurs. On va l'écouter et ensuite on en reparlera avec Arthur. J'ai pas trop compris le vrai message qu'il voulait passer. Mais je crois qu'il a bien parlé ça avec les dirigeants, avec le coach peut-être. Avec nous, il avait rien dit de ça, il n'avait rien parlé. Et je pense que c'est une saison difficile. Tout le monde s'est mis le pied par terre et réfléchit sur ce qu'on peut faire de mieux. Et il faut vraiment lui demander c'était quoi le sens de sa phrase. Mais après, on a des joueurs importants et lui, il fait partie d'un joueur important de notre équipe. Il est en train de répondre sur le terrain. Il est encore jeune comme mon âge, mais dans sa tête, il est vraiment fort et responsable de ce qu'il dit, ce qu'il fait sur le terrain. Mais après aussi, c'est toujours l'institution, le club avant tout. Le club, l'institution, il est plus important de tous nos joueurs ici qui portent ce maillot parce que voilà, nous les joueurs on peut rester et on peut partir et c'est le club qui va rester et voilà, ça c'est la vie et c'est la vérité et après comme je dis, il faut lui demander vraiment qu'est-ce qu'il pense de ce qu'il voulait vraiment dire. Bon Arthur, alors, est-ce que tu te rappelles ce qu'a dit justement Kylian Mbappé lors de ses trophées UNFP? Oui, il avait laissé semer le doute quant à son avenir et sur le comportement qu'il y avait dans le vestiaire. Après, c'est ses propres paroles et cela n'engage que lui. Mais le PSG tient quand même à préciser qu'il réitère leur confiance en le joueur pour pouvoir construire quelque chose. Mais je pense qu'il va avoir beaucoup d'infos cet été. Il y a le doute qui est semé et on ne peut pas affirmer à l'heure actuelle s'il pourrait éventuellement partir ou pas, sachant que il faudrait vraiment mettre un sacré chèque sur la table pour convaincre le PSG et surtout pouvoir ensuite en assumer les conséquences avec le fair play financier. Le Real Madrid était sondé avec toutes les dépenses qu'ils avaient faites, donc ils pouvaient se permettre la QFPF, mais pour le moment, ce ne sont que des rumeurs et on reste sur l'idée que Kylian Mbappé sera au PSG et on l'espère l'année prochaine pour le championnat français. Oui, il faudra mettre entre 300 et 400 millions d'euros si un club est intéressé par Kylian Mbappé. Mais c'est surtout, moi ce que je retiens, c'est quand même tous ces joueurs qui va dire il y a quand même une institution au Paris Saint-Germain et je pense qu'à un moment donné, il faut peut-être que les dirigeants se fâchent un petit peu parce que quand c'est pas Mbappé, c'est Neymar qui s'en va au Brésil, là, qui est reparti directement au Brésil. Je pense qu'à un moment donné, il faut peut-être respecter un petit peu plus l'institution et je pense que les dirigeants
Parisiens devront, à mon avis, être un petit peu moins tendres parce que je pense que ça commence à bien faire, surtout quand on voit les comportements qu'il y a eu lors de cette Ligue des Champions. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi respecter l'institution dans laquelle on est, n'est-ce pas, Oui. non ? Surtout qu'avec vu le prix que les joueurs ont été achetés, ils devraient quand même ils devraient quand même exercer une certaine autorité sur eux et leur rappeler qu'ils sont avant tout les propriétaires du club et ils doivent à leur patron quand même une productivité qui doit être hors norme. Et à ce que je sache, et apparemment selon le Parisien, il y a déjà 2 divisions entre les Sud-Américains et les Européens en sein du vestiaire du PSG. Entre toutes les informations à propos du directeur sportif Antero Henrique et puis Thomas Tuchel, c'est un petit peu la tourmente au PSG actuellement. Je regarde régulièrement les informations de Loïc Tanzi. C'est pas Jojo, mais on n'est pas à l'intérieur du club, on ne sait pas ce qui se passe, mais on espère de tout cœur que tout se rétablira rapidement et que Neymar arrêtera de vouloir imposer un petit peu sa loi et faire son roi. Ce qui serait bien, c'est qu'ils finissent les saisons. Ça serait déjà pas mal, parce que sur 2 ans... Surtout qu'il a loupé tous les huitièmes de finale de Ligue des Champions depuis, je crois, 3 ans ou 4 ans. À chaque fois, bizarrement, c'était au même moment que l'anniversaire de sa sœur. C'est ça. Donc bon anniversaire. On va maintenant s'intéresser à une autre rencontre. Et là, on part du côté de Nantes. Nantes qui recevait Strasbourg. Bon, les 2 équipes n'avaient plus rien à jouer. Strasbourg était dans le ventre mou du championnat, tout comme Nantes. Finalement, c'est Strasbourg qui va s'imposer par un seul petit but dans cette rencontre. Il est l'œuvre de Lebo Motiba, 60e sur penalty. Et on en restera là, forcément. La déception du côté de Vahid Halilovic, l'entraîneur de cette équipe de Nantes, qui voulait terminer sur une victoire. Elle nous fait quand même beaucoup de mal, vu tout ce qui s'est passé dans la saison. On voulait bien terminer. Et Thierry Lauré, il dit simplement « Je progresse comme l'équipe, c'est ma meilleure saison. On est satisfait de finir à la 11e place. On visait les 45 points, on termine à 49. On est européen, la mauvaise année. Entre la Copa América, la CAN, le mondial des 20 ans, ça sera un numéro d'équilibriste afin que tout le monde soit raccord pour le premier tour. Et je vais les laisser se reposer en espérant qu'ils reviennent avec le sourire et un teint allé. Ce soir, nous avons été solides et réalistes. C'est une bonne note pour terminer la saison, même si on a subi. Et on écoute tout de suite Vahid Halilovic. En fait, il nous fait un petit peu mal quand même. On pensait terminer au beauté avec une victoire pour se faire plaisir. Parce que j'ai demandé qu'on termine en beauté et faire plaisir nous-mêmes, ça fait plaisir. Et aux supporters, à tout le monde, avec tout ce qu'on a vécu les derniers 5 mois, ça a été récompense pour toutes les souffrances qu'on a vécues tous ensemble. C'est des faits mérités ou pas mérités, je ne vais pas entrer en détail. Les gars, ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient donner. Il y a pas mal d'absences. Bon, on a eu quelques occasions, malheureusement ce soir on a réussi pas avec nous, mais l'ami continue. Réussite totale, c'est moi aussi, comme moi, période très délicate, difficile, qui a bouleversé complètement le club, l'équipe, le groupe. Ça a été vraiment un moment très difficile que j'oublierai jamais, mais le groupe il a continué de travailler et c'est le travail qu'il paye. Aujourd'hui, on avait à la fin une super série, pour ça je suis un petit peu triste pour le groupe, pour l'équipe, pourquoi on termine en beauté. Terminer cette série magnifique avec une victoire. C'était Vahid Halilovic, l'entraîneur de Nantes. Vous aurez bien compris qu'il revenait justement sur le décès d'Emiliano Sala ces derniers mois, bien évidemment, qui a touché tout l'ensemble du monde du foot et bien au-delà, et bien évidemment le FC Nantes. On continue, c'est à toi Arthur.
Attends, bouge pas, je t'ouvre ton micro. Si je l'ouvre pas, ça va pas le faire. Ouais, c'est quand même mieux quand même. On va maintenant partir du côté de Rennes pour une rencontre entre Rennes et Lille, ce qui fut en faveur de l'équipe à domicile. Ouverture du score de Mbanyang sur pénalty dès la 16e minute, avant que Loïc Rémy n'égalise à la 35e minute pour les Lillois. Et c'est ensuite Ismaïla Sarr en deuxième mi-temps qui viendra redonner l'avantage aux Rennais à la 59e minute. Et Mbanyang, pour continuer, inscrira un doublé à la 71e minute. Une victoire 3-1 pour Rennes qui termine la saison confortablement et pourra profiter de l'Europa League la saison prochaine de manière sereine. Nous allons maintenant écouter la réaction de Julien Stéphan qui disait « On était 14e en décembre et on finit 5e, je vous laisse juger des performances ». Et ensuite, Christophe Galtier qui disait que ce n'était qu'un match de fin de saison, eux qui n'étaient pas inquiétés par rapport à Lyon parce qu'ils étaient déjà qualifiés pour les phases de groupe de Ligue des Champions et finissaient deuxième quoi qu'il arrive. Bien sûr, satisfait. C'était un bon match pour une dernière face à une très belle équipe lilloise qui est une équipe qui attaque beaucoup. Je trouve qu'il y a c'est un match où il y a eu beaucoup d'occasions de but avec du jeu, avec de l'allant, avec de l'enthousiasme. Je pense que ça a été un match très agréable et qu'on a remporté, je pense, la deuxième mi-temps de manière logique. Pas d'historique et de remarquable. Historique parce qu'il y a eu ce titre et remarquable parce qu'en plus du titre il y a eu des émotions. Voilà, donc c'est une grande saison pour le Stade Rennais. C'est une saison qui va marquer l'histoire du club. Voilà, donc il y a beaucoup de satisfaction à retirer de cette saison-là. Tout dépend de la lecture que vous en avez. Début décembre, l'équipe était 14e. Et puis je crois que si vous prenez le classement entre la 16e et la 38e journée, entre début décembre et fin mai, l'équipe elle est 5e. Donc je vous laisse juge de savoir comment a été la saison en championnat. Je pense qu'il y a eu 2 parties dans ce championnat-là. Et puis on avait dit aussi qu'après la finale de la Coupe de France, on ne voulait pas galvauder la fin de championnat. Et sur les 5 matchs qu'il y a eu 3 matchs nuls et 2 victoires. Donc voilà, je pense que les chiffres se suffisent à eux-mêmes. On est toujours déçus quand on perd, hein, évidemment. Mais j'ai vu 2 belles équipes sur le terrain. C'était un match fort agréable avec beaucoup de situations des 2 côtés. Les gardiens ont fait des arrêts décisifs. On voit que Rennes a bien grandi cette saison avec les matchs de Coupe d'Europe, avec leur aventure aussi en Coupe de France. C'est une équipe, en dehors de sa qualité de jeu et ce qui est proposé, en dehors des qualités individuelles des joueurs, c'est une équipe qui en impose maintenant sur un plan aussi athlétique. Simplement un peu contrarié, on aurait pu s'abstenir, M. Tual aurait pu s'abstenir d'expulser mon joueur à la 90e minute qui sera suspendu en début de saison. Il n'avait pas l'intention de faire mal, c'est un tacle latéral. À la 90e minute, 3-1, on aurait pu s'abstenir. C'est comme ça. Mais j'ai trouvé que les équipes ont joué avec beaucoup de joueurs offensifs et ça a rendu, du moins c'est mon sentiment, un match ouvert. C'était vraiment pas un match de fin de saison. Hein. C'était pas un match de fin de saison pour Christophe Galtier, mais en tout cas il y a eu des buts et c'est vrai que c'était un très bon match. D'ailleurs le multiplex a commencé tout doucement et d'un seul coup il s'est un petit peu enflammé. Et là, on va partir du côté d'Angers. Angers qui recevait l'AS Saint-Etienne. L'AS Saint-Etienne, certains de disputer l'Europa League la saison prochaine, se déplacer du côté d'Angers, où il n'est jamais facile de s'imposer. Et pourtant, c'est Saint-Etienne qui va ouvrir le score par Arnaud Nordin, 64e minute de jeu. Et finalement, c'est un but de Jesse Moulin, 70e contre son camp, qui offre ce match nul à Angers, comme on l'a dit. C'est jamais facile de s'imposer sur le terrain des hommes de Stéphane Moulin. En tout cas, c'est le cas. Ça se termine un but partout. On va écouter la réaction de Stéphane Moulin. Lui, il revient sur l'ensemble de la saison et en tout cas, ça a été une saison réussie pour nous, dit-il. Et Jean-Louis Gasset, alors lui, vous allez l'écouter, il revient, bien évidemment, il va quitter l'AS Saint-Etienne en fin de saison. Il a déjà quitté l'AS Saint-Etienne et il va en profiter peut-être pour prendre sa retraite. Il va en profiter, justement, vous allez l'entendre. Et Johan Mvila, lui, il pose ses conditions. Si c'est Ghislain Printemps
qui reprend le club, je reste, sinon je m'en vais. Au moins, c'est clair. Ouais, mais parfois quand il y a trop d'émotions, ça prend le pas sur le jeu. Alors quand il y a trop d'enjeux, c'est la même chose, mais quand il y a beaucoup d'émotions, parfois, ça peut bloquer l'expression des acteurs et des joueurs en particulier. Et ce soir, j'ai pas senti ça du tout. J'ai senti, nous, on a pris le match à bras-le-corps. Et je voulais féliciter les joueurs pour leur entame de match. J'étais tellement pas content la semaine dernière qu'ils ont donné une belle réponse. On aurait mérité d'ouvrir le score. Mais je trouve que les joueurs ont joué de manière libérée. Ça a donné un match ouvert avec beaucoup d'occasions, des beaux arrêts de gardien, des buts. Donc ce soir, c'est une belle soirée de foot, même si on n'a pas gagné. C'est ce que je viens de leur dire. Je les félicite malgré tout pour le match qu'ils ont réalisé et surtout pour la saison qu'ils nous ont fait vivre, parce que ça reste une belle saison pour nous. Voilà, on aurait aimé gagner ce dernier match, mais on avait une forte adversité. Mais encore une fois, on a montré qu'on était capable de rivaliser, je dis bien, sur un match, à un instant de la saison, avec une équipe de ce niveau-là. C'est bien. On est heureux. Je pense que c'est Wahbi. Si je devais un favori, je mettrais Wahbi. C'est Colo. C'est Colo. Bon, sur les trois, j'aurais dit Colo aussi. Ou Cabella. Le programme, je rentre à Montpellier pour la fête des mères. Je vais faire un bon restaurant avec ma maman et retrouver mes enfants et mes petits-enfants avec grand plaisir. Je sais pas, Dieu seul sait. Vous savez, la vie, ça va très vite. Après, voilà, j'ai un petit peu aussi entendu dans la presse que ça pouvait être Ghislain Printemps. Voilà, même si maintenant... ça peut jouer. Ça peut tout changer, mais si c'est pas Ghislain Printemps, c'est sûr et certain que je vais demander à partir. Il aurait demandé à partir, donc on verra en tout cas si c'est Ghislain Printemps ou pas. Il devait être reçu aujourd'hui, je crois, par les dirigeants de Saint-Étienne. Et justement, on va écouter Bernard Cayazo, l'un des deux présidents de l'AS Saint-Étienne. Les dernières 5 ans, l'AS Saint-Étienne est dans le top 5 de notre championnat. Depuis 2010, on est dans le top 5 de notre championnat. Cette année, on bat tous les records. Depuis 1981, on a aussi bien chez nos équipes de jeunes, au niveau de l'équipe première, jamais nous avions eu 66 points depuis 80. Également, il y a une vérité, on est 4e au classement. La 5e n'est même pas Europa et on arrive à rentrer dans les groupes d'Europa. Mais sincèrement, je veux dire, si on analyse la situation, mais c'est grand beau soleil sur Saint-Étienne. C'est en quelques jours, voilà, on a voulu, dans les médias, après des polémiques, faire des choses stériles, stupides. Et le pauvre Roland qui en prend un maximum, alors que je suis le premier témoin. S'il y avait le moindre problème, Jean-Louis me l'aurait dit. Donc il n'y avait pas de problème. Bernard. Il y avait une totale vision par rapport à ça. Après, en ce qui concerne Dominique, c'est pareil. Dominique, il a aussi quelques soucis de famille. Il va faire 65 ans en janvier. Il a le droit, à un moment, de dire, écoutez, ça fait une dizaine d'années que je suis avec vous. On a vécu des moments formidables. Et je vais vous dire une chose, mais ces gens-là, on devrait leur lever une statue. Nous, on n'est pas des gens fortunés. On est les deux petits Gaulois qui se battons avec un club qui a le 9e budget de France, jamais de déficit, la meilleure image de France, et qui résistent par rapport à des fonds américains, à des fonds qataris, à des fonds chinois, à des fonds russes. Mais on devrait dire, mais bon sang, c'est les seuls Français non fortunés qui sont à la tête actionnaire. Parlons de l'avenir du coup, Bernard, tous les deux. Parlons de l'avenir avec juste un nom, ça va être trivial, ma question elle va être triviale. Ghislain Printemps, entraîneur de l'AS Saint-Étienne, la saison prochaine, oui ou non? Alors justement, Ghislain, on a passé du temps cet après-midi, Roland et moi, avec lui, parce qu'on travaille. C'est pas genre, quelle est votre idée, où on met le doigt mouillé comme ça fonctionne. Ça fonctionne pas de cette façon-là, c'est des gens sérieux. Donc on a parlé avec Ghislain. Ghislain va nous présenter un projet sportif la semaine prochaine, en fin de semaine, à Roland et moi. C'est le favori, nous souhaitons qu'il reste avec nous. Et nous souhaitons construire avec lui. On aura besoin d'avoir un directeur sportif, il va falloir travailler dans cette direction. Mais confiance aux hommes en place. On n'est pas à la fin d'un cycle. On est dans une aventure où le club vient de se qualifier en Europa directement dans les groupes. Pour la 4e fois en 6 ans d'ailleurs, je fais remarquer. Donc tout va bien à l'AS Saint-Étienne. On est au travail et on va parfaitement, comme on a eu déjà ce genre de situation, être dans une continuité. On veut garder nos joueurs. Ghislain va... Donc, le plus grand souhait, c'est de le garder avec nous. Et je suis sûr que tout se passera bien parce que nous avons la dimension humaine. Ces personnes, Ghislain, Jean-Louis, Dominique, Roland, ce sont des gens de dimension humaine, de grande valeur humaine. Et c'est la force de l'AS Saint-Étienne. Nous, chez nous, personne cherche à être le plus riche du cimetière. Tout ce qu'on souhaite, c'est que nos valeurs humaines, la dimension humaine perdure à l'AS Saint-Étienne. C'était le président Bernard
Caiazzo qui revenait justement sur l'AS Saint-Étienne. Alors, Ghislain Printemps sera-t-il prochain entraîneur? Bon, c'est quand même mieux de rester dans la continuité. Moi, ça me paraît logique, mais bon. Oui, c'est logique. On voit beaucoup de clubs désormais qui sont dans la continuité des adjoints entraîneurs, mais je ne sais pas si Ghislain Printemps aura les épaules solides. Il n'a pas forcément prouvé à un niveau tel que Saint-Étienne qu'il était capable de pouvoir mener une équipe à ce niveau. Moi, je pense qu'il faudrait quand même essayer de trouver un autre entraîneur que Ghislain Printemps. Et sinon construire, comme il a dit, 3 directeurs sportifs, qui serait une excellente idée pour le club qui en a besoin, avec son niveau budgétaire qui n'est pas forcément avantageux par rapport aux autres clubs européens français, et continuer un travail qui a été déjà très bon cette année avec cette 4e place. Continue dans la lancée et on part du côté de Marseille, c'est ça ? Et oui, direction le Vélodrome pour ce dernier match entre Marseille et Montpellier, petit derby bien sympathique, et dans une rencontre assez bien menée, nous avons une victoire des locaux 1-0 sur un but de Florian Thauvin à la 56e minute qui permet à Marseille de terminer devant le voisin montpelliérain avec 2 points d'avance, 61 points et 59 pour Montpellier, et malheureusement qui ne sera pas qualificatif pour l'Europa League avec les victoires en Coupe nationale. Maintenant, nous allons écouter la réaction de Rudy Garcia qui remercie ses dirigeants pour ses années passées au club, qui va maintenant laisser la main à peut-être André Villas-Boas qui est sondé pour rejoindre le club phocéen demain. Et ensuite, une réaction de l'entraîneur montpelliérain Michel Dezacarian qui dit que la saison était bonne quand même avec une belle 6e place pour le club Payade. Encore une fois, j'avais des dirigeants exceptionnels, j'espère que vous les garderez longtemps. Priez pour garder Franck McCourt, parce que sans lui, je ne sais pas où serait l'OM aujourd'hui. Et Jacques-Henri Hérault est quelqu'un, à mon avis, qui est un peu trop au-dessus de la mêlée pour l'instant pour être apprécié à sa juste valeur. Voilà, il y a un groupe de joueurs qui a encore démontré ce soir, et avec la victoire à Toulouse, qui peut faire de belles choses, même si je conçois qu'on aurait dû faire mieux, moi le premier, parce que je suis le premier responsable, et eux aussi, les joueurs. On n'a pas été à la hauteur de cette saison, mais encore une fois, on finit sur une bonne note, donc on va garder ça comme souvenir. Non, on est déçu d'avoir perdu, bien sûr, parce que je pense qu'il y avait la place de mieux faire. Le but qu'on prend, je pense qu'on a été naïf et inattentif, et on n'a pas agi. Sur la déviation, on doit bloquer les courses, on doit jouer ce ballon, on a regardé le ballon. Voilà, c'est dommage de prendre ce but, et après on a eu des situations qu'on n'a pas su concrétiser par manque de justesse, et voilà, c'est dommage d'avoir perdu et de ne pas terminer 5e, mais même si notre saison elle a été bonne, mais parce qu'en début de saison on aurait été très heureux de terminer à cette place là, et je pense qu'on aurait pu faire mieux encore. Non, je vous ai dit, c'est une bonne saison. Après, en championnat, on a fait une bonne saison. Dans les coupes, on n'a pas existé. Et puis, je pense qu'à domicile, même si on a fait mieux que l'an dernier, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux à domicile. On a perdu trop de points à la maison qui nous ont pénalisés. Et oui, c'était Michel Derzakarian. Après le derby du Sud entre Marseille plutôt, qui recevait le Montpellier, oui. On va maintenant regarder ce qui s'est passé dans une autre rencontre, non loin de là, du côté de Nice. C'était aussi un derby entre Nice et Monaco, et le derby a tourné en faveur de cette équipe niçoise qui s'impose 2-0. Des buts signés Badiachil à 36e minute de jeu, mais contre son camp. Et Le Bihan, 67e sur penalty. Il n'est pas marqué depuis 2 ans, Michael Le Bihan, et je pense que forcément, mentalement, ça doit faire beaucoup de bien, car il a eu une grave blessure aussi. Et forcément, quand on a une grave blessure, eh bien, on a du mal aussi à revenir. En tout cas, c'est ce qu'il a fait. Il a bien tiré et marqué ce penalty. On va écouter la réaction de Patrick Vieira, qui lui revient sur le fait que cette saison, ça lui a permis d'apprendre. Et Leonardo Jardim, vous allez l'entendre, il est très soulagé. Même s'il y a la défaite, il est quand même très très soulagé. Oui, c'était très important, c'était notre objectif. On voulait vraiment finir sur une bonne note. Et c'est vrai que ça a été une soirée parfaite, même si elle a
très bien débuté parce qu'on a eu du mal à rentrer dans le match, mais ça a été une belle victoire. La solidarité du club. Je pense que dans les moments difficiles, le club est resté très uni. Quand je dis le club, je veux vraiment parler des salariés, des joueurs, du staff. On a fait front par rapport à toutes les difficultés qu'on a eues parce que ça a été une saison assez compliquée. Et je pense que si on a réussi à garder le cap, si on a réussi à gagner des matchs, c'est la solidarité du club en général qui a fait qu'aujourd'hui on a fini 7e du classement. On apprend plus de ce genre de saison ? Bien sûr, on apprend beaucoup plus parce qu'on passe des moments difficiles et on doit pouvoir compter les uns sur les autres. Je suis très bien entouré autour de moi. Le staff a été vraiment très important. Fred, Joria, Lionel et Tizi qui connaissent vraiment très bien le club. Je me suis appuyé sur eux pour prendre certaines décisions et ça a été important pour nous. Cette saison restait une saison très dure pour tout le monde, pas seulement pour moi. Moi, j'ai profité de 3 mois d'hier. Mais c'est une saison très difficile et peut-être c'est avec cette erreur que nous avons besoin de penser nos futurs. Mais aujourd'hui, le plus important, c'est dire que sincèrement, je suis très soulagé et je suis très content parce que janvier, le dernier jour de janvier, quand j'ai arrivé ici, j'ai venu beaucoup pour le côté émotionnel. Tout le monde sait que moi j'aime beaucoup Monaco, j'ai habité à Monaco. Aussi pour le président, parce qu'il m'appelait directement et il me parlait. Mais je savais toujours que c'est un boulot très difficile. Parce que moi, plus de d'autres personnes, je connais bien l'équipe. Et pour ça, aujourd'hui, je suis content de cet objectif. Même avec la défaite passe un peu à côté. Parce que le gros objectif, c'est Monaco, continuer à jouer dans la Ligue 1. Et c'est ça. Et aussi, personnellement, jamais j'ai tombé de division. Et c'est une chose que je n'ai pas vue, c'est rester comme mon nom aussi dans une relégation. Et pour ça, j'ai venu autrefois pour essayer de sortir mon nom d'une relégation. Et ça, je suis soulagé. C'est parti. C'était Leonardo Jardim qui forcément lui est soulagé. Lui qu'on a viré la saison dernière, qu'on reprend cette saison après Thierry Henry. D'ailleurs Thierry Henry qui pourrait peut-être entraîner le Betis Séville. Il me semble que j'ai vu passer cette info. Et il revient, Leonardo Jardim, et il sauve cette équipe de Monaco. Donc il a rempli sa mission. Je crois que tu vas nous parler justement d'une équipe qui jouait sa survie en Ligue 1, il me semble, Arthur. Et oui, maintenant partons au stade de Michel Dornano pour parler du Stade Malherbe de Caen qui affrontait Bordeaux dans un match final pour le maintien. Et malheureusement, Caen n'a pas réussi à concrétiser ses occasions et s'incline à domicile sur le plus petit des scores avec un but de Younous Sankaré pour les Bordelais à la 19e minute qui va condamner le Stade Malherbe de Caen à descendre l'année prochaine en Ligue 2 puisque Dijon avait réussi à gagner son match contre Toulouse, on en parlera tout à l'heure. Pour le moment, Caen devra passer une saison en Ligue 2 pour la première fois depuis 5 ans. Nous allons écouter plusieurs réactions, puisqu'on va avoir les réactions de Roland Courbis, qui vient d'annoncer son départ il y a quelques minutes du Stade Malherbe de Caen, de Paulo Sousa, qui disait qu'il fallait respecter la Ligue 1 pour Bordeaux, et ensuite une réaction de Gilles Sergent, le président de Caen, et très controversé, qui devrait peut-être laisser son poste pour l'année prochaine. Et nous allons aussi parler de la démission de Fabien Mercadal au poste d'entraîneur de Caen. Le poste d'entraîneur est désormais vacant pour Caen l'année prochaine. Tout le monde est parti et cette équipe, pour revenir sur cette équipe de Bordeaux qui a fait jouer aussi pas mal de jeunes joueurs dans cette rencontre. Et bien évidemment, il faut respecter la Ligue 1 et jouer. Et on va écouter toutes ces réactions. Et quand même, notamment il y a 15 jours, quand nous gagnons contre Reims, en faisant un bon match, on apprend qu'à la 95e minute, Dijon marque contre Strasbourg et nous maintient encore, derrière maintient encore la possibilité de nous doubler. C'est vrai que c'était pas simple, mais bon, que ce soit pas simple, ça on le savait. Déjà ce soir, j'ai surtout envie, comme beaucoup de personnes, de me reposer parce que ça a été quand même très très compliqué. On a la passion de ce sport et de ce métier qui est quand même assez difficile.
Donc difficile d'être plus triste que ce soir. Donc là, je vois vraiment pas la possibilité de vous répondre. Ce qu'il y a de sûr, c'est que je rencontrerai le président et les dirigeants avec qui j'ai beaucoup sympathisé pour leur expliquer ce que je pense qu'il faut améliorer. Et ça, ce sont des discussions qui ont quand même des obligations de confidentialité. Non, pas exclu, mais là, ce soir, sincèrement, ni dans un sens ni dans l'autre, je serais capable de prendre une bonne décision. Donc là, on vient de perdre contre Bordeaux. Je me suis imaginé être à la 38e journée et me déplacer à Bordeaux et en cas de victoire, envoyer Bordeaux en Ligue 2. Je ne sais pas si j'aurais sauté de joie. Donc j'ai vu les Bordelais très contents, très heureux de leur soirée. Mais on aimerait être à leur place. Malheureusement, ce n'est pas le cas et je leur souhaite de faire une très bonne saison et surtout de ne pas avoir une énorme déception un jour comme nous ce soir. Donc bravo Bordeaux qui a réussi à arrêter cette série qui était une série catastrophique de 6 matchs sans victoire. C'est l'attitude qui devra être sur tous les jours. Une attitude de respect pour le jeu, pour le match, pour l'adversaire, pour le championnat. Et l'attitude d'ambition de jouer pour gagner, l'envie de gagner. Demain, on a encore une possibilité d'être tout ensemble pour finir la saison, pour aussi le club donner quelques paroles et aussi pour donner l'orientation, qu'est-ce que tu vas faire durant les vacances. Et les autres qui partent pour la nationale, on doit voir qu'est-ce qui se passe pour prendre des décisions par rapport à son vacances. C'était Paulo Sousa et on va écouter, comme tu le disais Arthur, Gilles Sergent, le président de cette équipe de Caen, qui ne voulait pas, ce samedi soir, tirer des conclusions hâtives juste après cette rencontre. Ouais, c'est qu'on a une telle déception, quand voilà, on a les supporters ont pesé comme il fallait ce soir sur le match. Ils ont été à la hauteur de l'événement. Voilà, on n'est pas allé chercher le point. On n'a qu'à s'en vouloir. C'est notre responsabilité collective. Et quand je parle de responsabilité collective, évidemment, vous comprenez bien que je me mets dedans. Demain, je vois les joueurs, je vois le staff. Nous allons les rencontrer. Je verrai. Il est évidemment trop tôt pour. L'heure n'est pas à tirer des conclusions. L'heure, elle est à la déception et elle n'est pas encore à la digestion. Allons après. J'ai envie de vous dire que il va falloir préparer la prochaine saison en Ligue 2. C'est dur à dire. Il va falloir préparer la saison en Ligue 2. C'est dur à dire la Ligue 2, oui, je suis bien d'accord, monsieur Gilles Sergent, mais il va falloir que cette équipe de Caen s'y fasse, car elle sera en Ligue 2 la saison prochaine. On part maintenant direction Amiens. Amiens qui recevait Guingamp et qui devait s'imposer dans cette rencontre. C'est chose faite pour les hommes de Christophe Pélissier qui s'impose 2-1. Des buts signés à Guirassy, 14e minute de jeu. Godos, 47e minute de jeu. Amiens mène alors 2-0. Avant que Mendy, 66e, ne rédise le score pour cette équipe de Guingamp. Et finalement, on en restera là. On va écouter la réaction de Christophe Pélissier qui pour le moment, n'est plus l'entraîneur d'Amiens. C'est ça que tu me disais, Arthur ? Oui, c'est exact pour le moment. D'après le site Le 11 Amiénois qui est en train de relayer le Courrier Picard,
Je cite, en fin de contrat avec l'Amiens SC, Christophe Pélissier ne devrait pas poursuivre l'aventure en Picardie, lassé par le mode de fonctionnement du club et surtout par le manque de coordination avec la cellule du recrutement dirigée par l'agent John Williams et conseiller du club. Bien qu'il dispose d'une offre de prolongation avec un contrat de 2 ans dont une année optionnelle, Christophe Pélissier devrait, selon toute vraisemblance, quitter l'Amiens SC dans les prochaines heures. Le tout après 4 saisons pleines couronnées de succès, marquées par 2 montées successives du National à la Ligue 1 et 2 maintiens au sein de l'élite du football français. Alors qu'il a promis de rendre sa réponse à Bernard Johannin, le président d'ici mercredi soir, l'entraîneur de 53 ans semble avoir fait le tour de la question en Picardie. Eh bien, on suivra cette actualité. Mais là, on va l'écouter, Christophe Pélissier, justement, qui était bien évidemment soulagé qu'Amiens reste en Ligue 1 la saison prochaine. Et également l'entraîneur de Guingamp, Jocelyn Gourvenec, il parle justement lui, par contre, il va quitter Guingamp car il n'a pas trouvé de terrain d'entente avec son président. On les écoute tous les deux. Je sors fatigué parce que ça a été... Voilà, au moins ils répondent à notre question. Non, fatigué parce que ça a été une saison vraiment éprouvante. Et puis, dernier match avait beaucoup d'enjeux pour nous, beaucoup de pression. Voilà, ça faisait 9 matchs qu'on n'avait pas gagné, mais ce soir, encore une fois, les garçons sont allés au bout d'eux-mêmes et je leur ai dit merci à ce qu'ils ont fait encore cette saison. On a vu des guerriers dès le début dans ce match, ils étaient sûrs d'eux, on a l'impression que rien ne pouvait leur arriver aujourd'hui. Ouais, mais le staff, on a travaillé pour ça, pour qu'ils arrivent sur ces matchs-là sans pression. Le fait de ne pas marquer nos occasions, ça nous a quand même mis un peu à la fin, mais bon, je crois que quand on voit un public comme ce soir, on sent que tout le monde est derrière l'équipe. Voilà, c'est un très bon moment à vivre ce soir. Vous, Christophe, quelle est la suite pour vous? Est-ce que vous serez toujours à Amiens la saison prochaine? Je sais pas, je dois rencontrer mon président, mais voilà, il y a beaucoup de projets qui ont été faits ici depuis 4 ans et demi, donc on va discuter pour savoir quel est le mieux à faire pour les deux. Parce qu'on parle de vous à Brest. Je sais pas encore. C'était une fin de saison difficile parce qu'on avait réussi à sortir la tête de l'eau juste avant la finale de Coupe de la Ligue, mi-mars. On s'est retrouvé barragiste et je crois que le tournant, ça aura été la finale qu'on avait dominée, qu'on aurait, je pense, dû gagner et qu'on n'a pas réussi à gagner, au tir au but. Ça avait mis un coup aux joueurs, je pense, de voir qu'un scénario était encore défavorable. Et ça a été plus dur ensuite. Voilà, on a longtemps espéré. Je crois qu'on a entretenu cet espoir qui nous faisait partir de loin, de très loin. Quand on est arrivé mi-novembre, on avait 100% de chance de descendre et on s'est vraiment beaucoup battu pour démentir ces chiffres. On a cru pouvoir le faire et puis il y a eu des matchs qui n'ont pas basculé. Ça s'est pas joué à grand-chose à un moment donné. On ne s'est pas mis sur la même longueur d'onde avec le président dans nos discussions sur la projection sportive. Je préfère m'arrêter là. Voilà. Donc là, je vais rentrer à Bordeaux voir ma famille. Qui est resté à Bordeaux depuis novembre, qui m'a beaucoup manqué. Et donc, je vais me poser, bien réfléchir à l'avenir. Bien réfléchir à l'avenir, c'est Jocelyn Gourvenec qui le dit, mais je pense qu'il trouvera un club assez facilement. C'est à toi, Arthur, pour le dernier match de cette Ligue 1. Et on va parler d'un match très intéressant pour le maintien, puisqu'on parle de Dijon contre Toulouse. Les Dijonnais qui ont réussi à se maintenir pour le moment partiellement, puisqu'ils vont devoir disputer les barrages de Ligue 1 contre le Racing Club de Lens. Une victoire 2-1 contre Toulouse à domicile, avec une ouverture du score pour les Toulousains en première période par Bafodé Diakité à la 33e minute. Et c'est après une entrée de Naïm Sliti en seconde période qui permettra d'égaliser à la 58e minute, avant que Julio Tavares ne permette à Dijon de passer devant au score à la 63e minute et réussir, grâce à la contre-performance de Caen, à accrocher la 18e place, synonyme de barrage, et qui sont pour le moment un pied entre la relégation et un pied en Ligue 1. Nous allons maintenant écouter la réaction de Antoine Koumboiré qui dit que c'est une première marche pour le maintien, et Ala Casanova qui parle d'une équipe qui n'a pas montré plus d'envie pour ses 38e journées, et ensuite la réaction de Florent Balmont qui a disputé son 500e match en Ligue 1. Ouais, j'avais dit que avant le match, c'est le jour où il ne faut pas rater son match. C'est le jour de l'exploit. Voilà. D'abord faisons le boulot et puis après on va croiser les doigts. On va prier un peu
même beaucoup. Et c'est vrai que d'abord, on va féliciter les joueurs pour leur énorme match, parce qu'être mené au score et de savoir le résultat qu'il y avait à Caen, c'était terrible à la mi-temps, parce qu'on se dit, on ne peut pas donc faire un nul, on ne peut pas perdre ce match alors que Bordeaux est en train de faire le boulot. Donc féliciter les joueurs pour leur abnégation, leur force, leur volonté mentale pour aller chercher donc cette victoire. Et puis après, j'ai aussi envie de féliciter Bordeaux, qui a joué le jeu à fond, et puis qui aujourd'hui donc nous permet, grâce à notre victoire d'abord, donc de pouvoir accéder au barrage, et c'est une très bonne nouvelle pour tout le public dijonnais. Voilà. Maintenant, ce n'est qu'une marche qu'on vient de franchir. Pour nous, le bonheur, ce sera dimanche prochain, dimanche 2, avec la possibilité de rester en Ligue 1. C'est tout le mal que je pense et je souhaite à ce groupe qui est fantastique. Oui, je pense que eux, les changements qu'ils ont fait, les rentrées qu'ils ont fait, leur ont fait du bien, notamment en Slity. Je pense qu'il a beaucoup apporté. Mais je pense que nous, on a aussi baissé sur la deuxième mi-temps. On a fait une très bonne première mi-temps dans le jeu, où on a montré vraiment des choses intéressantes dans notre vitesse d'exécution, dans nos enchaînements. C'était intéressant. Dans notre positionnement, notre récup, c'était bien aussi. Et deuxième mi-temps, où ça a été plus compliqué, on n'a pas su garder, je pense, la rigueur et la discipline qu'on a eu en première mi-temps. Peut-être un peu par fatigue, peut-être un petit peu aussi par pression de l'adversaire. Et on concède sur deux actions, on concède deux buts coup sur coup. Donc ça devient difficile face à une équipe qui joue sa survie et qui montre beaucoup de détermination, d'engagement pour tenir le résultat. On va écouter, comme tu le disais si bien Arthur, Florent Balmont qui signe son 500e match en Ligue 1 et il veut continuer. Avant le match, on était en Ligue 2 presque, donc il faut surfer sur cette dynamique de ce soir. Je crois que il faut faire ça, il faut faire beaucoup d'efforts pour faire un gros match à Lens, ça va être difficile, et un match retour chez nous. Oui, c'est sûr, le président l'a annoncé. Je crois que ça s'est fait, on a discuté. Et je suis très heureux de rester avec Dijon. Je crois que j'ai pas envie de m'arrêter. Je me sens encore bien physiquement, mentalement, et j'ai envie d'aider les potes. Je suis un club où je me sens bien. Donc avec le président, c'est super, et je suis très content de rester à Dijon l'année prochaine. Quoi qu'il en soit, la descente en Ligue 2 éventuelle ne changera rien à votre décision. Quoi qu'il en soit, je resterai à Dijon l'année prochaine, mais bon, ça sera, j'espère, vraiment en Ligue 1. On l'espère en tous les cas, car c'est encore un super joueur, Florent Balmont, puis il va faire beaucoup de bien à cette équipe de Dijon. Le classement, on redonne le classement. En première position, Paris Saint-Germain 91 points. Deuxième, Lille qui finit deuxième avec 75 points. Troisième, Lyon 72. Quatrième, Saint-Etienne 66. Sixième, Marseille 61. Cinquième, Marseille 61. Et sixième, Montpellier 59 points. Les relégués, Caen et Guingamp, joueront la saison prochaine en Dominos League 2. 18e, Dijon sera barragiste et ça sera contre le Racing Club de Lens. Le match aller ce mardi 28 mai, match retour dimanche 2 juin à partir de 21h du côté du stade Gaston Gérard. Je pense que c'est tout ce qu'on pouvait dire sur la Ligue 1, Arthur. Oui, il n'y a pas d'autres informations. Par contre, je tiens à préciser que le match pour Dijon, si vous voulez vous procurer des places, ce sera assez compliqué, puisque le club a décidé d'ouvrir la billetterie au grand public que au stade. Il faudra aller directement à la billetterie du DFCO Store pour pouvoir se procurer des billets s'il en reste, puisque à partir d'aujourd'hui et jusqu'à demain 18h, les abonnés auront le droit à 3 places réservables et payables d'office sur le site internet ou sur le store DFCO. Eh bien, en tout cas, merci pour toutes ces infos.